décocher. Barbet explique ensuite qu'il apprécie le combat du Kearsarge et de l'Alabama parce que Manet y a fait preuve de ruse, parce que Manet y a rompu avec les conventions et a finalement réussi, contre toute attente, à peindre la mer comme personne. Je cite, « C'est une sensation de nature et de paysage, très simple et très puissante. Comment croire que je la devrais à Manet ? S'il y a un homme de civilisation avancée et bleuâtre, comme on dit des perdrix, s'il y a un raffiné et un dégoûté dans ce temps où tous les moutons de Panurge se noient dans un poncif universel, et dans ce troupeau de moutons un bélier qui veuille échapper à cet océan de vieillerie, s'il y a un retors et un rouet d'art, c'est Manet. Et voilà qu'en faisant son tableau, un tableau de guerre et d'abordage qu'il a conçu et réalisé avec la retorsion d'un homme qui veut par toute voie échapper à l'affreux poncif qui nous submerge, c'est ce qu'il y a de plus naturel, de plus primitif, de plus à portée de tout pinceau depuis que le monde est monde, que Manet a le mieux exprimé dans son tableau du Kearsarge et de l'Alabama. Alors que veut dire Barbet ? En quoi consiste la ruse, la retorsion de Manet, pour reprendre son néologisme ? Eh bien, Manet a choisi d'illustrer un épisode étonnant de la guerre de sécession américaine qui a eu lieu au large de Cherbourg. Alors, en juin 1864, un bateau des confédérés sudistes, c'est-à-dire de ceux qui avaient fait sécession parce qu'ils voulaient maintenir l'esclavage en Amérique, donc un bateau sudiste qui était nommé l'Alabama, est entré dans la rade de Cherbourg parce qu'il avait besoin de vivres et de réparations. Mais le 19 juin 1864, une corvette des États-Unis, le Kearsarge, arrive de Hollande et entre également dans la rade de Cherbourg. Alors, l'Alabama fait feu. Le Kearsarge réplique et le coule. Et tout cela a lieu sous les yeux hallucinés des Cherbourgeois qui assistent en direct à un épisode délocalisé sur les côtes françaises de la guerre de sécession américaine. Manet n'a pas assisté à cette bataille, mais il en a lu des comptes rendus dans la presse et il a vu des représentations de cette bataille. Effectivement, avant lui, d'autres peintres ont représenté le combat naval de Cherbourg, par exemple les peintres de marine Durand-Bragé et Louis Le Breton. Mais ces deux peintres ont sombré dans le poncif universel, comme le dit Barbet. C'est-à-dire qu'ils ont représenté les deux navires au premier plan, en pleine mer, et donc au premier plan pour les rapprocher du spectateur et parallèle au cadre. Tandis que Manet, lui, a complètement décentré sa bataille navale. Au premier plan, il a peint un petit voilier qui va porter secours aux hommes qui sont tombés à la main et qui traînent d'ailleurs un petit canot. Il arbore le drapeau français et un pavillon blanc, et à sa droite on voit un naufragé. Manet a ensuite déplacé le combat naval sur la ligne d'horizon. À l'avant de ce combat, il a peint l'Alabama dans la fumée prêt à sombrer pour annoncer la défaite finale des sudistes. Et enfin, au fond à droite, il a peint un petit bateau à vapeur qui emmène les rescapés sudistes vers l'Angleterre. Manet a emprunté cette étrange composition de l'espace aux estampes japonaises qui commencent à circuler. Et Barbet admire beaucoup cette construction parce qu'il la trouve admirablement retorse. Et comme Barbet d'Aurevilly aime juger la peinture avec des outils littéraires, eh bien il compare cette composition à la technique narrative de la focalisation interne. C'est-à-dire que les faits ne sont pas décrits par un narrateur omniscient, mais ils sont décrits par un personnage qui en est le spectateur et qui n'en a qu'une vision partielle. Ici, le combat naval semble vu par un spectateur qui se situerait juste derrière le voilier des secours. Je cite, « Un homme moins retors que Manet aurait placé ses vaisseaux combattants sur le premier plan pour concentrer mieux l'attention du spectateur sur le combat même. » C'est ce qu'ont fait les deux autres peintres.
Mais Manet a fait comme Stendhal dans sa bataille de Waterloo, vue par derrière et dans un seul petit groupe éloigné du champ de bataille. Donc, le combat du Kearsarge et de l'Alabama rappelle à Barbey la description que fait Stendhal de la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme. Vous vous souvenez que Fabrice Del Dongo ne voit la bataille de Waterloo que de loin, sans s'apercevoir que Napoléon passe juste à côté de lui, et sans comprendre que le gros militaire qu'il entend jurer à côté de lui est le maréchal Ney. Barbey rapproche ensuite Manet de Chateaubriand. Je cite, « Il a fait comme Chateaubriand, qui reçut l'impression de ce terrible Waterloo dans les frémissements de la terre, ébranlé par le canon, à quelques lieues de la bataille. » Ça, c'est parce que Chateaubriand raconte dans les Mémoires d'Outre-Tombe qu'en 1815, quand il se promenait dans la campagne, il a entendu un roulement sourd et un bruit d'artillerie, et il a compris qu'il s'agissait de la bataille de Waterloo. Chateaubriand écrit alors « À quelques lieues d'une catastrophe immense, je ne la voyais pas. » Eh bien, dans le tableau de Manet non plus, le spectateur ne voit pas vraiment le combat. Il comprend qu'il a lieu en voyant l'agitation des vagues qui sont l'équivalent de l'ébranlement de la terre par le canon dans le récit de Chateaubriand. Enfin, Barbey associe Manet à Byron. Je cite, « Et même comme Byron, qui coupe la joie, le mouvement et la musique d'un bal à Bruxelles par ce bruit du premier coup de canon venant du lointain. » Barbey fait allusion à un passage du pèlerinage de Childe Harold, dans lequel le jeune prince de Brunswick est au bal et s'arrête parce qu'il entend le bruit d'un canon. Et c'est le bruit du canon qui vient de tuer son père. Barbey regarde donc la peinture à travers un filtre littéraire, mais pour une fois, ce filtre lui permet de faire une analyse finalement assez juste de la démarche d'un peintre, puisqu'il montre que Manet, comme les grands écrivains, n'a pas voulu décrire pleinement un événement historique, mais simplement le suggérer à travers des signaux qui sont envoyés à un spectateur. Et ce, pour mettre en valeur l'effet de cet événement sur la conscience humaine. Donc, pour Barbey, eh bien Manet, comme Stendhal, Chateaubriand et Byron, peint l'histoire non telle qu'elle est écrite, mais telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est ressentie par ses témoins. Et les signaux de l'événement historique, ici, ce sont les vagues de la mer. Car pour Barbey, l'agitation de cette mer porte jusqu'au spectateur la violence de l'affrontement des vaisseaux, dont elle est le symbole. Je cite, « Manet a rejeté ces deux vaisseaux à l'horizon, il a eu la coquetterie de les y rapetisser par la distance, mais la mer qu'il gonfle alentour, la mer qu'il étend et amène jusqu'au cadre de son tableau, dit assez le combat à elle seule, et elle est plus terrible que le combat. On juge du combat d'après ses houles, d'après le profond soulèvement, d'après l'arrachement de l'abîme de ses flots tuméfiés. » En définitive, donc, Barbey montre que cette composition décentrée a permis à Manet de représenter la mer avec une grande vérité. Et Manet connaît effectivement bien la mer, la pleine mer, puisque avant d'être peintre, il avait voulu être officier de marine et avait passé 1 an sur un bateau. Barbey, lui, reconnaît dans le tableau de Manet la mer de sa Normandie natale. Je cite, « Je suis de la mer. J'ai été élevé dans l'écume de la mer. J'ai des corsaires et des poissonniers dans ma race puisque je suis normand et de race scandinave. Et cette mer de Manet m'a pris sur ses vagues et je me suis dit que je la connaissais. Elle est merveilleuse d'observation saisie. Le tableau de Manet est avant tout une magnifique marine. C'est là un sublime paysage, dans toute l'acception profonde du mot. Un paysage qui n'est ici ni l'éternelle clairière empourprée dans les bois vers le soir, c'est un alexandrin, ni l'éternelle mirette des eaux qui réfléchissent des arbres renversés. Non, mais une vue de mer infinie, sous des vaisseaux perdus et presque imperceptibles à l'horizon. La mer
qui ne devrait être qu'un détail, en accompagnement, en fond de toile dans le tableau de Manet, devient, à force d'être réussi, l'objet principal, l'intérêt, la vie du tableau. Un jour, le fameux Turner fit un paysage avec une atmosphère, rien de plus qu'une atmosphère, un ciel vide de tout, excepté de lumière et de couleurs. Manet aurait pu peindre la mer toute seule, il aurait pu supprimer ses vaisseaux, et son tableau n'en eût été que plus grand. La mer toute seule, avec sa houle turgescente et verte, plus forte que les hommes qui s'agitent et se canonnent à sa surface, et dont les boulets tombent dans ses gouffres, sans pouvoir jamais les combler. Donc, pour Barbey, le véritable sujet du tableau de Manet, c'est la mer puissante et dangereuse devant laquelle l'homme comprend bien qu'il est très peu de choses. Et Barbey déclare que Manet a si bien compris la mer qu'il l'a épousée en quelque sorte par sa peinture, comme autrefois faisaient les doges de Venise. Je cite, « Très grand cela d'exécution et d'idées. Manet, malgré la civilisation adorée et exécrable qui nous corrompt tous, peut devenir un peintre de grande nature. Aujourd'hui, avec sa marine de l'Alabama, il a épousé la nature. Il a fait comme le doge à Venise. Il a jeté un anneau, que je vous jure être un anneau d'or, dans la mer. Ainsi, un seul paysagiste qui soit sorti du salon de cette année, et c'est Édouard Manet. Est-ce incroyable? Chose inouïe mais certaine, mais incontestable pour moi. » Barbey conclut donc que Manet est le seul vrai peintre de marine et le seul véritable paysagiste du salon de 1872, et surtout, il comprend que Manet, grâce à cette composition innovante, commence à détruire la représentation de l'espace qui avait été codifiée depuis la Renaissance. Manet, en fait, jette les bases d'une déconstruction de l'espace qui va se poursuivre jusqu'au XXe siècle. Ce qui est fort étonnant, c'est que Barbey d'Aurevilly accepte cette modernité et même qu'il engage Manet à continuer et à effectuer des vues de la mer pure, des monochromes.